C'est-à-dire que si ta vie sociale, quand tu as 60 ans, c'est aller au PMU avec tes potes et t'enfiler des canons, bah t'es mal barré. Et voilà, il m'a aidé et pendant 6 heures, et le pauvre, il était mort à la fin, il était à bout de souffle. Même pas à la fin en fait, en bout d'une heure, il en pouvait plus. Il était cramé. Il faisait des allers-retours entre l'appart et le camion. Ah, je crois qu'il a bien dormi après ça. Bienvenue dans Objectif Santé, le podcast du mouvement. Ici, je t'aide à comprendre ton corps, à mieux bouger, à penser autrement et à remettre du bon sens dans tout ce bordel. Je suis Yann Corbet, coach et formateur, passionné de mouvement, de santé et de liberté. Ici, pas de blabla marketing, pas de recettes miracles, juste des idées, des expériences et des pistes concrètes pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ton corps et sur ta vie. Bonjour tout le monde, bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Santé. Nous sommes à l'épisode 13 aujourd'hui. C'est un jour spécial, c'est mon retour en France. Et justement, aujourd'hui, je te raconte ce fameux retour en France après 2 ans passés à Séville. Pourquoi je n'ai aucun regret, comment je me suis organisé pour rapatrier tous mes meubles en 5 jours, de Séville jusqu'à Meaux, c'est à côté de Paris, et pourquoi je crois qu'il ne faut pas idéaliser les autres pays, notamment l'Espagne et tous les autres pays comparés à la France. Ensuite, je te parle d'un point clé qui divise souvent l'alimentation intuitive, c'est-à-dire manger un petit peu à l'instinct. Pourquoi je pense que ce n'est pas pour tout le monde et pourquoi il faut d'abord apprendre des bases avant de pouvoir manger en toute liberté. Enfin, on termine avec mes réflexions sur la vie d'entrepreneur, avec un focus sur l'importance d'apprendre, pratiquer et transmettre, et pourquoi tu as besoin d'un environnement stable pour progresser. Bref, un épisode entre retour d'expérience et conseils concrets pour avancer dans la vie, et surtout pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête. Allez, aujourd'hui, on commence directement avec le carnet de bord, parce que c'est quand même le plus intéressant, je pense. Mon retour en France, enfin le plus intéressant, on va dire, le plus croustillant. Ça n'a pas été de tout repos, hein, comme t'imagines. Donc je vais te faire un débrief déjà des 2 dernières années, si t'as jamais écouté l'épisode 7 de ce podcast, où je racontais un peu ma vie là-dessus. Je te fais un débrief rapide. Donc il y a 2 ans, j'ai décidé de déménager en Espagne. Comme j'aime la rapidité, j'aime pas chercher des trucs pendant 10 ans. J'ai trouvé mon appartement direct. Deuxième visite, je dis c'est bon, prends l'argent et j'arrive. Et il n'y avait pas de meubles. Donc j'ai pris tous mes meubles de ce que j'avais chez moi en France, un camion, un mec qui conduit le camion, et bam, je suis arrivé en Espagne en 23 mai 2023 exactement. Et je repars fin mai 2025, donc ça fait pile 2 ans, tu vois. Donc voilà, là on est le 31 mai au moment où je tourne ce podcast et je suis arrivé hier et j'ai mis tous mes meubles. Là je suis retourné chez mes parents, donc temporairement. Moi, je pense pour quelques mois, le temps de repartir sur d'autres choses. Bon, j'ai déjà tous les objectifs en tête. C'est pour ça que je suis aussi serein et apaisé, on va dire. Donc je vais te raconter ce que j'ai vécu un peu là sur ces 2 dernières années. Donc moi je me suis lancé dans le coaching en espagnol parce que j'étais déjà coach en France. Et donc coaching sportif en espagnol, c'était vraiment un défi. J'adore ça, les défis. Et donc voilà, c'était défi réussi. J'ai appris l'espagnol, j'ai eu plusieurs clients, plusieurs dizaines de clients étalés sur les 2 années en Espagne. Donc voilà, je repars, maintenant je parle espagnol alors que j'étais nul en espagnol. J'ai des amis espagnols, enfin voilà, c'est cool. C'est vraiment, pour moi, c'est une victoire. Après, niveau financier, j'espérais rien de particulier là-bas, en tout cas en termes présentiels. Je sais très bien que le niveau de vie est un petit peu inférieur à niveau en France. Et puis, il n'y a pas que ça, c'était aussi sur la vision qu'ils ont du coaching chez eux, c'est plutôt des petits groupes, du small group. Et ils sont pas trop dans le personal training, donc forcément, moi j'avais des clients qui aimaient ça, le personal training, mais c'est pas la dominance de la population, quoi. La plupart des gens là-bas, ils aiment, bah, tu vois, c'est aller au bar, c'est gueuler, c'est c'est rigoler comme ça. Bah, en France aussi, mais en France, il y a quand même cette notion la qualité. Tu vois. D'ailleurs, ça se reflète très bien dans l'alimentation. En France, on aime la bonne bouffe. Bon, ça commence à se perdre, mais on est toujours les premiers. Là, sur l'alimentation, on est les tops. Le fromage est nickel, le pain, il n'y a pas mieux. Quand tu vas dans d'autres pays,
Je suis désolé, mais sur l'alimentation, ils peuvent pas nous tester. Donc tout ce qui est cuisine, c'est on est au top du top, parce que nous, on préfère la qualité que la quantité. Et forcément, il y a aussi des... Même en France, tu as aussi des espèces de restos à volonté. Ils te font des trucs où tu as tous les plats du monde. Ça va de l'italien, d'Italie au Japon. Tu retournes sur le côté France. Bref, ils font de tout, mais au final, c'est que de la quantité. Et il n'y a rien qui est bon. Donc, c'est la même chose, sauf que en Espagne, ils adorent ça. Bon, pas tout le monde, hein, parce que je ne vais pas faire de généralité. Mais il y a quand même une forte dominance là-dessus. Et euh, sur l'entraînement, c'est plus quantité que qualité. Donc ça se rejoint dans des parcs, ça fait des burpees, ça saute partout, il n'y a rien de personnalisé, et voilà. Et donc c'est ça la dominance. Moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire. D'ailleurs, quand on me dit Yann, pourquoi tu fais pas des small groups, pourquoi t'as pas fait ce qu'ils aiment, etc. Je dis parce que moi, ça ne me ressemble pas, je n'aime pas faire ça. Et donc j'ai préféré faire du personal training, quitte à voilà, adapter un peu mes tarifs là-bas à la population, sans pour autant me baisser mon froc, hein, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas voulu faire ça. Parce que je sais très bien que eux là-bas aussi, c'est ça. C'est que oui, il y a du personal training, mais tous ceux qui font les coachs qui font du personal training, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du rabais. Et oui, ils se vendent à 10 euros de l'heure. Tu vois. Alors là, tu te dis, mais 10 euros de l'heure, c'est pas dégueu. Si t'as jamais été entrepreneur, tu vas te dire, mais ça va, c'est pas dégueu, 10 euros de l'heure. Et il y en a, c'est pire, c'est 25 euros. Ouais, non, mais non, 10 euros de l'heure brute. C'est-à-dire qu'après, toi, tu as toutes les charges. Et puis, le pire, c'est que en Espagne, il y a encore plus de charges qu'en France. Oui, il y a plus d'impôts, il y a plus de charges, il y a moins d'aides. Et c'est vraiment pas adapté. C'est leur système d'auto-entrepreneur là-bas, il est mauvais, mauvais, mauvais. Et personne se révolte. Tu fais ça en France, mais on sort tous sur les ronds-points, je crois. Mais ça, c'est ça aussi, ça, c'est le niveau de contraste. C'est-à-dire que comme ils n'ont jamais connu mieux, ils peuvent pas se révolter. Nous, comme on a mieux, si on nous met moins, bah, on va se révolter. C'est le principe, hein. Donc, bref, j'ai déjà dévié. On n'est même pas à 7 minutes de podcast. Je suis déjà parti dans mon délire. Donc, l'organisation du réemménagement. Voilà, donc je suis revenu, je reviens en France pour le côté bah, famille, côté également un peu financier, hein, on va pas se le cacher. Mais bon, surtout famille. Et puis aussi parce que j'ai des projets ici en France que je ne peux pas faire en Espagne, ou en tout cas, ça serait trop long, trop hasardeux. Et en France, j'ai des projets pro et au niveau en termes d'épanouissement et de reconnaissance que les gens ont de mon travail, n'est pas le même. C'est-à-dire que là-bas, il y a tout un travail de sensibilisation à faire sur la posturologie, sur le mouvement, la mobilité. Oui, ça se fait déjà, encore une fois, je vais pas, c'est pas non plus un pays du tiers-monde, mais ils ont du retard là-dessus, un petit peu. Voilà. Mais bon, ça va venir, hein. Ils sont en train de se développer. Sinon, j'aurais jamais eu de clients. Donc, l'organisation du réemménagement, comment j'ai fait? Donc, rien n'était meublé dans mon appartement à Séville. Euh, D'ailleurs, appartement à Séville, maintenant le prix monte, hein. Le tarif monte, donc c'était assez cher, même si c'était pas un meublé. Donc, j'ai dû ramener tous mes meubles en 5 jours. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'avion jusqu'en France. Mon père avait loué un camion. On est descendus tous les deux. Et là, tu vas dire, mais pourquoi t'as pas pris un aller simple? Ça se fait aller simple. Mais écoute, j'ai pas trouvé. Pas trouvé de camion dispo et j'ai pas trouvé d'aller simple, surtout à l'international. Parce que si tu fais que dans un seul pays, c'est facile. Tu vois, si tu fais France, tu restes en France, aller simple, hop, tu le laisses à une destination. Comme ça, tu fais que l'aller, t'as pas besoin de faire aller-retour. Ouais, ça se fait. Quand tu fais à l'international, je sais pas, j'ai pas. Après, j'avoue, j'ai pas trop recherché là pour cette deuxième année parce que j'avais bombardé les recherches il y a 2 ans pour faire ça. J'avais pas trouvé. Là, cette année, j'ai dit, ouais, c'est bon, passons la tête. Je vais faire le trajet avec mon père, on va faire l'aller-retour, en mode Indiana Jones. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on est parti le lundi 25 mai, je crois. Ouais, c'est ça, c'était lundi 26, lundi 26, 25. Et on est arrivé ce vendredi, là, le 30 mai. Voilà, donc hier. Et donc c'était un périple assez fatigant, mais bon, on s'y attendait. Tous les jours, une dizaine d'heures de route. Et le soir, avant d'arriver jusqu'à Séville, j'ai pris un Airbnb. À chaque fois, on faisait en 2 jours. 2 jours l'aller, 2 jours le retour. Donc il y avait un jour sur place le mercredi. Un jour sur place pour charger le camion. Donc voilà, donc ça s'est bien passé. Chargement du camion, c'était le pire. T'imagines, toi, il faisait plus de 35 degrés à l'ombre. Peut-être 38 même, je crois. Au soleil, tu dépasses les 40. Ça va, on était à l'ombre.
Et j'ai réussi, j'ai galéré à trouver quelqu'un pour nous aider. Parce que j'ai pas de. En Espagne, moi, tu sais, je passais pas mon temps dans les bars, je passais pas mon temps à sociabiliser. Moi, j'avais des clients, ma copine, ouais, deux, trois potes. Mais bon, voilà, moi, comme je déménage en pleine journée et que tout le monde travaille, bah, il y a pas de grand monde pour m'aider. Donc, j'ai trouvé un jeune de 19 ans que j'ai payé, que je connaissais pas. Et voilà, il m'a aidé pendant 6 heures. Et le pauvre, il était mort à la fin, il était à bout de souffle. Même pas à la fin, en fait. En bout d'une heure, il en pouvait plus. Il était cramé. Il faisait des allers-retours entre l'appart et le camion. Ah, je crois qu'il a bien dormi après ça. Ah, il en pouvait plus. Donc voilà, je fais le petit jeune, là, je pense que ça va. Il est pas prêt de faire un déménagement après. Bon voilà, donc ça c'est bien passé, même si c'était très fatigant parce qu'après je devais rendre les clés le lendemain matin à 7 8 heures, je rendais les clés avant de partir en fait à mon propriétaire et lui devait faire l'état des lieux, donc il est venu la veille, j'avais même pas terminé de tout mettre dans le camion, c'était sale et tout, enfin forcément on marche partout avec nos chaussures. On déplace des meubles, donc sous des meubles, tu t'imagines bien, je passe pas l'aspirateur sous tous les meubles, donc quand t'as une grosse commode, tu vas pas la déplacer. Ou des meufs bloquées à l'axe, tu sais, des trucs comme ça. Tu la déplaces pas tout le temps pour passer la spi, donc forcément, tu as des moutons qui se mettent en dessous. Et donc, tu les vois qu'une fois que tu déménages. Et donc, bref, le lendemain matin, je me lève à 6 heures. J'arrive, parce que moi, je dormais chez ma copine. J'ai laissé mon père sur un matelas dans l'appartement vide. Et il n'avait plus qu'à charger le matelas. Et j'arrive à 6h30 du matin chez lui, enfin chez moi du coup. Euh, et je commence à nettoyer la salle de bain à 6h30. Bam, bam. Ça nettoie, ça nettoie. Je l'ai rendu impeccable. Impeccable. Moi, je suis carré là-dessus. C'est militaire. Et voilà, il était content le propriétaire parce que celui d'il y a 2 ans était dégueulasse. Il vraiment était très très sale. La cuvette des toilettes au fond c'était noir. J'avais dû faire mettre un truc au fond de la cuvette. Ça avait fait une réaction chimique. J'ai dû me barrer. J'ai dû me barrer de agua fuerte, eau forte. J'ai mis ça dans les. Je pense pas que ça soit très écolo, mais il m'avait dit de faire ça, donc ça a fumé dans toute la salle de bain. Et bref. Donc là, cette fois-ci, moi, je lui ai rendu nickel, il était content. On a repris la route, et pareil, et jusqu'à arriver en France hier, et là, bah, j'ai fait appel à la magie d'Instagram. Et il y a Leroy, un coach qui habite pas très loin, enfin, une trentaine de kilomètres quand même. Je crois qu'il a ouais, peut-être un peu moins, 25. Il est venu m'aider, donc, parce que j'ai mis une petite story. Et bah, grand merci à lui encore une fois. Je sais pas s'il écoutera ça. Et les potes retraités de mon père qui sont venus nous aider à décharger le camion. Donc voilà. Voilà, bonne galère, mais c'était sympa. Au moins ça fait du mouvement, ça fait transpirer. Personne s'est fait mal. Tout le monde a respecté son intégrité physique. Et bah, on reparlera des habitudes de maintien dans la dernière rubrique. La rubrique corps en conscience, on en parlera. Voilà, donc c'était ça un peu le périple de mon retour en France. Et donc oui, cette fameuse magie d'Instagram, donc on vient m'aider. Ça c'est vraiment, c'est le bon côté des réseaux sociaux. Voilà. Mais bon voilà. Je vais rebondir sur un truc, c'est la réaction des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui savent que je déménage. Et il y en a plein qui me disent ah merde, bah pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, ça se passe pas bien. Et tu vois, c'est bizarre parce que je pense qu'en fait, beaucoup de gens idéalisent l'Espagne. Moi, quand j'y suis allé en Espagne, oui, j'idéalisais un petit peu le soleil, c'est vrai, mais j'idéalisais pas trop la vie. Je me disais pas, ouais, ça va être génial, je vais sortir tous les soirs, manger des tapas. Non, et je pense que beaucoup de gens ont cette idée-là dans la tête. Je bois un petit coup et je le développe. Ouais, ouais, donc je recevais des. Enfin, je continue à recevoir des messages. Ah non, bah pourquoi tu t'en vas? Ça se passe pas bien, tout ça. Mais c'est même pas que ça se passe pas bien. Alors oui, ça aurait pu se passer mieux au niveau financier. C'était pas non plus, je roulais pas sur l'or. Mais au niveau vie sociale, tout ça, ouais, c'était bien. Mais même la famille, tu vois, je la vois quand même plusieurs fois par an. Je vois ma famille, ça va, tu vois, je suis pas non plus à l'autre bout du monde. Et, je prends l'avion en 5 heures, je suis chez moi, tu vois. Vraiment, littéralement. Je pars le matin de chez moi à 5 heures du matin, si je prends l'avion à 6h50. J'arrive, je suis chez moi dans ma maison à 11 heures. Et pourtant, j'habite à 1800 kilomètres.
et tout est bien desservi, donc ça va vite. Et donc c'était vraiment pas un problème autant que ça. Bien que ouais, je vais pas non plus prendre l'avion tous les mois, c'est relou. Euh, mais le truc, c'est que les gens se disent, ah bah pourquoi tu reviens? Ça va pas là-bas, merde. Mais non, mais en fait, vous idéalisez trop, je pense, l'Espagne. Enfin, vous idéalisez trop le soleil surtout. Parce que ici on a la pluie, donc la pluie ça nous gave. Et c'est un truc moi qui me choquait ici. Enfin, quand je suis arrivé en Espagne, c'est vrai que j'idéalisais le soleil. Et les gens ils me disent mais tu vas, pourquoi tu viens ici en Espagne? Ils me disaient. Le premier truc qu'on m'a dit ici, la dame du Airbnb, le premier jour avant que j'ai un appartement, quand je cherche un appartement justement, j'ai dormi dans Airbnb, elle me dit mais pourquoi tu viens ici? Il n'y a pas de travail ici. T'es pas bien toi? Je dis ouais mais c'est l'aventure, je dis. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais tester, je vais tenter. Et après, oui, j'ai quand même du travail, quoi. J'avais de quoi vivre. Mais c'était pas. C'est vrai que ça roulait pas. C'est surtout pour le coaching sportif, c'est pas non plus le meilleur endroit. Beaucoup de concurrence, des gens qui se vendent au rabais, qui font pas de qualité, qui font de la quantité. Donc ouais, c'est pas terrible. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est pas fou. Mais bon, les gens restent sur le soleil parce que les gens, ils s'imaginent Alicante, Malaga. Ils disent, ouais, mais c'est la plage, c'est Barcelone, tu vois. Mais c'est pas ça. C'est pas ça l'Espagne. Enfin, oui, c'est ça, mais au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Tu le passes. Et la vraie vie, pour moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je sortais pas trop. Pour moi, c'est avoir des objectifs, prendre vraiment plaisir quand t'as du repos, quand t'es avec des amis, tu vois, mais tous les jours sortir, tous les jours aller faire même des randonnées, même tu vois, ne rien faire en fait, même ne rien faire. Faire ça tous les jours, mais t'as plus de sens en fait dans ta vie. Attention, là, je sors du côté corps en conscience, carnet de bord. J'arrive dans le côté analyse, mais euh, l'important, pour moi, c'est ça en fait, c'est d'avoir un sens à sa vie, des objectifs. Et c'est pour ça que pour moi, je ne suis pas triste. Enfin, je suis même plutôt content de revenir. Parce que moi, c'est une page qui se tourne, c'est des nouveaux objectifs. Là, je vais réaménager la maison chez mes parents. Enfin, l'aménager tout court parce qu'elle n'a jamais été terminée. Donc voilà, c'est mon projet. Et j'ai d'autres maisons que mon père a. Enfin, maison entre guillemets, hein, c'est des, c'est des vieux trucs à refaire. J'aimerais bien les refaire, les retaper. Et voilà, ça va me faire des nouveaux objectifs. En plus du coaching, évidemment, parce que ici, j'ai beaucoup de demandes de coaching, notamment à Paris, euh, et même en ligne hein, maintenant en France. Et donc, ça me permet d'être actif ici, d'aider les gens, de me sentir utile. Je pense que c'est important de se sentir utile. Donc voilà, chose que j'avais moins en Espagne. J'avais moins en Espagne. Je l'avais quand même, notamment grâce à César. On en reparlera. Mais ouais. Donc, faut pas idéaliser les autres pays. Et d'ailleurs, en France, on a une alimentation exceptionnelle. On a à disposition des bons produits. Tout est raffiné. Enfin, pas tout. Enfin, ça dépend où tu vas. Et voilà, il y a aussi des belles choses elle a des belles choses à offrir la France. Alors, ça veut pas dire qu'il faut rester sur ses lauriers et qu'il faut rien faire et qu'il faut se contenter. En fait, c'est pas ça. Je veux pas faire une comparaison à dire ah mais t'as vu, eux, ils ont rien. Nous, on n'a pas à se plaindre. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Justement, il faut qu'on continue à maintenir notre niveau de vie, voire même chercher mieux. C'est ça que je veux dire. Mais il faut pas euh, idéaliser les autres. Juste parce qu'ils ont du soleil, juste parce qu'ils ont même s'ils avaient moins d'impôts, d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas d'Espagne, faut pas les idéaliser pour ça. Il y a d'autres choses. D'ailleurs, si t'écoutes, c'est certainement que t'es français. Enfin, il y a des grandes chances. Ou même si t'es pas français et que t'es dans ton pays, bah si t'es dans ton pays actuellement, t'as ta famille, j'espère, t'as tes amis, etc. Et ça, faut pas le sous-valoriser, c'est super important. C'est le cercle social, amical, se sentir entouré, c'est important pour avoir une bonne stabilité et ensuite construire d'autres choses, des projets pro, prendre soin de soi, etc. Parce que si tu sens que tu appartiens à un groupe, si tu sens que tu, euh, ouais, que tu fais partie de quelque chose, tu seras beaucoup plus heureux. Alors que si tu pars, ce que j'ai vécu aussi, si tu pars tout seul, c'est beaucoup plus compliqué. Plus compliqué, bah, ça se fait, parce que même moi j'ai construit un cercle social là-bas, et j'ai pas trop forcé, tu vois. Si tu sors un peu, voilà, tu fais des échanges de langue, tu regardes ce qui se passe sur les réseaux, tu vas dans les rencontres, etc., surtout en ville.
c'est assez facile de se faire des amis, de se faire un cercle assez rapidement, mais t'auras jamais ce que t'avais au départ quand t'es parti. Après voilà, à mettre dans le contexte, hein, mettre dans le contexte de la situation. Donc voilà, on sous-estime pas la famille et les racines, c'est important. Allez, c'est parti pour la rubrique numéro 2, corps en conscience. Et je vais commencer avec la question du public. Enfin, une personne qui m'a envoyé un message sur Instagram, c'est Louis. Louis qui avait fait des études de kiné. Donc il m'a envoyé ce message, je vais le lire mot pour mot, je cite. Je viens de tomber sur ton compte et c'est incroyable le message que tu passes, que peu importe l'âge, c'est possible. Pendant mes cours en kiné, la majorité de nos profs étaient en contradiction avec ça. Fin de citation. J'ai trouvé ça incroyable. Parce que ça, j'ai appris quelque chose. Moi, je pensais, notamment dans la nouvelle génération de kinés, qu'il y avait quand même une espèce de positivité de par le fait de faire du mouvement à tous les âges. Et alors, si ce qu'il me dit est vrai, faut à vérifier s'il y a des kinés qui écoutent. Vous me direz si c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai que quand vous êtes en cours, il y a, il y a une contre-indication au fait de bouger et au fait qu'on peut continuer à avancer, peu importe l'âge. C'est ça, hein, donc, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce un message défaitiste dans ce qu'il a appris en kiné, ce Louis. Euh, donc, il y a un problème sur le. En fait, on n'est pas des cailloux, faut comprendre ça. C'est pas immuable le corps humain. Dans ton corps, si tu lui envoies des sollicitations, des stress, il va s'adapter. Et les ostéoblastes et les ostéoclastes. C'est ce on apprend dans les premières années, je me demande même si on n'apprend pas ça en SVT au lycée ou au collège. Ça ne m'étonnerait pas, tu vois. Donc c'est ce qui permet de construire et détruire. Le stress, l'activité physique, mesurée évidemment, permet de se maintenir ou même de progresser à tous les âges. Et surtout si tu avais un niveau très sédentaire, même si tu as 90 ans, tu vas progresser. Même si tu fais une reprogrammation posturale à 92 ans, tu vas te redresser. Là, d'ailleurs, je lisais le livre, j'essaye de le lire tous les jours. Alors là, je suis dans le beau drap parce qu'il est dans un carton, je sais pas lequel. Mon livre de, mon livre de posturologie. Heureusement, j'ai des flashcards, mais on va en parler. On en parlera dans un autre épisode de ce thème-là, l'apprentissage. Et donc, euh, qu'est-ce que je disais? Oui, non, je sais plus ce que je disais. Donc voilà, donc les cours en kiné, je sais pas ce qu'ils foutent, mais on n'est pas des cailloux. C'est-à-dire que le caillou, oui, il ne subit que l'érosion du temps. Le vent, l'eau, ça le détruit, ça le transforme en sable. Mais le corps humain, non. Bon, jusqu'à la mort. Une fois que tu es mort, oui, il n'y a plus d'adaptation. Mais jusqu'à là, tu es censé pouvoir t'adapter. Et oui, on peut imaginer comme une montagne. Oui, tu montes la montagne jusqu'à 35-40 ans. Et après, petit à petit, bah, tu la redescends. Mais c'est censé être très doux, cette descente. Il y a des gens, ils font tellement rien que déjà, bah, la montagne, ils commencent à la redescendre à partir de 30 ans. Peut-être avant, des fois, à 25, ils sont au max, parce qu'ils vont plus jamais rien faire. Après, ils atteignent un plateau, ils vont redescendre très vite cette montagne de la vie, pour retourner en enfance, au fait, après 60 ans. Parce que tu perds tous tes réflexes archaïques, enfin, je veux dire, tu les rends hyperactifs, tu perds toute ta coordination. Et c'est ça, en fait, c'est Benjamin Button, bah, tu vois, le film avec Brad Pitt, où lui commence sa vie vieux, il finit bébé. Bah, la vraie vie, c'est ça en réalité, hein. C'est juste que tu termines pas d'un aspect physique, c'est pas la même chose. Tu termines vraiment vieux, tu commences bébé. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire que si jamais tu ne fais rien, bah, tu vas vite retourner en enfance. Tu vas vite retourner en enfance, à l'état de nourrisson, inactif, incapable de bouger. Donc il faut bouger tous les jours, de façon intelligente. Parce que forcément, si tu n'as jamais couru depuis 30 ans, 40 ans et que tu vas faire un footing de 5 km, et que tu fais ça, bah, déjà si si arrives à le faire, bravo. Mais enfin, bravo, oui et non, parce que tu risques de te blesser. Parce que tu l'as jamais fait. Va pas faire un foot si t'as pas couru depuis des années. Même un an, même 2 mois. Même un mois en fait. Si t'es resté assis un mois sans rien faire, mais va pas faire un foot avec des sprints et tout comme un malade. Tout est progressivité et le corps se désadapte. Donc il faut y retourner progressivement. Et je vais être plus positif parce que je peux aussi te dire qu'il va se réadapte très, très rapidement si tu fais bien les choses. Il a une mémoire. Voilà, mais il faut faire tout progressivement. Très important. Et donc je ne comprends pas ce message-là qui a été passé par les profs en kiné. Je ne sais pas si c'est vrai, il faudrait vérifier. Et j'aimerais bien avoir d'autres témoignages là-dessus. Parce que moi, j'ai pas fait kiné. Mais bon, voilà, on peut lancer un sondage.
Donc voilà, voilà. C'est pour ça aussi que j'ai choisi de transmettre ce message, parce que beaucoup de gens sous-estiment leur potentiel physique. Beaucoup. Beaucoup de gens, bah, moi, tu vois, ce qui me dit, moi je pensais que c'était la population générale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que plus ils bougent, plus ils se fatiguent, plus. Voilà. Mais non. Tu vois, j'ai mon voisin là. Peut-être qu'un jour il écoutera ce podcast. Bah, je lui parle pas en ce moment, mais peut-être qu'un jour, lors d'une conversation, je lui glisserai que j'ai un podcast et il écoutera cet épisode. J'ai un voisin, il s'est acheté un motoculteur ou un petit tracteur. Parce qu'il a sa maison à côté de chez moi. Et derrière nos maisons, ouais, moi j'habite dans une cour commune. Et à 500 mètres, un petit 500 mètres, même pas, peut-être 400, t'as des jardins. Et lui, il a acheté un terrain avec un jardin. Et au lieu d'y aller à pied avec sa brouette, avec ses outils, etc., il a préféré s'acheter un petit tracteur, mettre ses outils dans le petit tracteur. D'ailleurs, il défonce le chemin au passage. Non, il y a des cratères dans le chemin avec son truc là. Et ben, il est en situation d'obésité. C'est grave quand même. Moi, je dis pas ça, je m'en fous. Je dis pas ça pour me moquer, non, c'est pas mon but. C'est juste que c'est triste d'un point de vue santé. Ça me préoccupe en fait. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette prise de conscience de se dire, mais plus moi je bouge, plus je grossis. Et plus je grossis, et plus j'augmente mon risque de diminuer mon espérance de vie en bonne santé. Parce que vivre longtemps, c'est quelque chose. Vivre longtemps en bonne santé, c'est autre chose. L'espérance de vie en bonne santé, elle est en dessous de 65 ans dans la population générale. Juste après la retraite, comme par hasard. Donc, si tu veux augmenter cette espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire avec toute possession de tes moyens, quand je dis espérance de vie en bonne santé, ça ne veut pas dire que tu vas mourir à 65 ans. Je dis juste qu'à partir de 65 ans, même je crois que c'était 63, hein, c'est vers ces chiffres-là, vers cet âge-là, tu commences à avoir des problèmes de santé. Ah, problème prostate. Ah, problème de ceci, problème cognitif, problème Parkinson qui commence à arriver. Tu vois, ces choses-là. Ces choses-là, ça arrive vers cet âge-là. C'est ça l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, forcément, après, c'est un déclin lent et puis les gens finissent leur vie vers 75-80 ans. C'est ça en général. C'est ça ce qui se passe. Mais tout ça, déjà, ça pourrait être reculé, ça pourrait être, oui, bien reculé. On pourrait tous arriver vers les 85-90 et mourir en bonne santé, c'est-à-dire avoir une belle vie, pas avoir fini ces 10 dernières années de sa vie dans un fauteuil ou en marchant avec un déambulateur, tu vois. Avoir eu une vie assez sympa en faisant de l'activité physique, en mangeant correctement, suffisamment de protéines, suffisamment de légumes, des bons acides gras, en dormant suffisamment, en se couchant à heure régulière, en ayant une vie sociale épanouie. Voilà. Moi, j'ai dit, 3 premiers piliers, qui sont le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Mais c'est vrai que la vie sociale en général, et c'est ça aussi, la vie sociale doit engendrer ces trois piliers, ces 3 premiers piliers. C'est-à-dire que si ta vie sociale, quand tu as 60 ans, c'est aller au PMU avec tes potes et t'enfiler des canons, et bah tu vas pas pouvoir. Bah, t'es mal barré. Alors que si ta vie sociale, bah, c'est aller faire de la marche nordique avec tes amis, puis après, pour travailler tes qualités cognitives, tu vas faire un petit Scrabble ou une partie d'échecs. Et puis après, tu vas voir tes petits-enfants bah, pour aussi travailler les capacités cognitives, puis aussi ce côté social, le toucher, le tactile, faire des câlins avec tes petits-enfants, avec tes enfants, etc. C'est important ça aussi à développer, à maintenir. Très bon pour la santé. Puis au niveau alimentaire, bah si avec ta famille tu fais des bonnes recettes, etc. Au lieu d'aller au McDo, des choses comme ça. En fait, tu vois, le social est lié à tout ça, hein. Très lié. Il faut bien choisir son entourage aussi. Et bah, en général, si tu as 65 ans, l'entourage, c'est toi qui l'as créé. Alors que les enfants, c'est toi qui les as élevés. Donc c'est grâce à toi qu'ils ont une certaine façon de penser. Après, forcément, maintenant, il y a aussi une grande évolution de la façon de penser. C'est-à-dire qu'avant, les grands-parents, forcément, avaient un grand impact sur les petits-enfants dans la façon, sur les histoires, sur la culture générale, sur ouais, cette façon de s'exprimer aussi, pourquoi pas. Maintenant, on a Internet. Maintenant, on a accès à la connaissance très facilement.
Donc on n'a plus besoin de ce que grand-père nous explique tout, etc. Et donc il y a plus de changements dans les façons de penser. Donc c'est d'ailleurs même plutôt maintenant les petits-enfants qui vont en apprendre aux grands-parents sur les nouveautés, sur les choses comme ça. Ça a changé, c'est plus comme avant. Analyse personnelle. Donc voilà, donc important. Pourquoi? Ah oui, alimentation intuitive après. Oui, je suis parti encore dans un délire, j'avais même pas écrit ça. Oui, donc faut juste ça, faut juste réussir à bouger tout le temps. Tout le temps. Faut bouger bien, faut faire de tout. Des étirements, du renforcement musculaire. Éviter de faire trop d'impact, c'est-à-dire de la pliométrie, tout ce qui est sauter, courir, si jamais vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. C'est pas les premières choses à faire. Aller courir quand. Je vais pas recommander à quelqu'un d'aller courir, une personne de 60-70 ans, si déjà elle marche plus, si elle fait 2000 pas par jour ou 1000 pas, bah, je vais pas lui recommander d'aller faire un footing. Ça me paraît logique. Et tout est logique. Allez, bon, j'essaye de me reconcentrer. C'est vrai que je me trouve pas très concentré là dans ce podcast. Allez, je reviens sur mes moutons. Deuxième thème de cette rubrique Corps en conscience, l'alimentation intuitive. C'est pas pour tout le monde. Il y a une mode. Bon, après, c'est pas une mode. C'est on essaye de retourner aux sources alors que les sources sont complètement fichues. Si tu vas voir ce que je veux dire. Avant, tous nos grands-parents, ils mangeaient à l'intuition. Personne sortait sa balance. Même pour faire une recette à l'œil, tu vois. Il n'y a pas de balance ni rien, quoi. Ou alors s'il y avait, t'avais un verre doseur, puis voilà. C'est tout. Mais maintenant, c'est compliqué parce que maintenant tout est industrialisé. Et si tu dis à quelqu'un mange intuitivement, bah il y a des gens, oui, ils vont manger intuitivement. Ils vont manger quoi intuitivement? Ils vont aller au McDo, ils vont aller à Burger King, ils vont aller à Flunch, je sais pas quoi. Au Flunch, je n'ai jamais mangé à Flunch, mais je pense que ça va. Je crois que c'est des haricots verts, comme ça. Bref, donc oui, faut apprendre. Faut apprendre avant de manger intuitivement. Je ne pèse pas mes aliments depuis 4 ans environ. Je crois que la dernière fois c'était en 2021, ouais, il me semble. Et depuis ce jour, à part le matin, ouais, je pesais même pour faire ma petite recette de crêpes. Bref, je mange même plus le matin en ce moment. Faudrait que je raconte ça d'ailleurs, mon expérience du jeûne intermittent là, que j'ai adopté ces derniers temps. Tiens, je vais me l'écrire. Raconter mon expérience du jeûne intermittent. Très bien. Voilà, donc manger intuitivement, ça demande quoi avant? On va faire l'analogie de l'alphabet et de l'écriture. Avant d'apprendre à lire et écrire, avant ça, tu as dû réciter dans la classe pendant plusieurs semaines A, B, C, D. Ah, d'accord. Et si je mets le D et le E devant, ça fait quoi? Ça fait 2. Si je mets le L et le E devant, ça fait le. Tu as dû faire ça pendant des semaines, des semaines, des semaines. Même peut-être un an, tu vois, avant de pouvoir lire un livre correctement. Et c'est la même chose avec l'alimentation. Beaucoup de gens n'ont aucune conscience de ce que sont les protéines, les glucides, les lipides. Par contre, ils savent très bien ce que c'est que l'alcool. Et ça, c'est un problème. Je suis très sarcastique dans ce podcast, j'adore. Donc, macronutriments, portions, équilibre alimentaire, tout ça, il faut avoir des notions. Et même plus que des notions, il faut avoir de la précision au début. Et comment est-ce qu'on a de la précision? Bah, c'est en pesant. Et les premiers mois, au grand minimum, pendant un mois, il faut peser. Et là, il y a plein de gens qui vont se dire: ah non, non, je vais déclencher des troubles du comportement alimentaire si je commence à faire ça, etc. Mais tout est à personnaliser. Tout à faire est à faire pour chaque personne. Mais il y a des gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils mangent trop. Ou alors ils se rendent compte, mais ils se mettent un bandeau sur les yeux. Ils se mettent des œillères. C'est pas bon. Faut réussir à être conscient de son alimentation. Et tant que tu n'auras pas conscience que les protéines, ça vient des protéines animales, donc ça peut être la viande ou les protéines, le poisson, etc. Si t'en manges, ça peut être aussi les sources de soja, le tofu, le soja sec, là, qui se déshydraté, pardon. Ça peut être le skyr, ça peut être le fromage blanc, ça peut être les œufs, ça peut être les légumineuses si tu digères, donc les lentilles, les pois chiches, tu vois. Là, déjà, je te dis tout ça, j'ai zéro texte devant moi, je les connais. Je sais que
quand j'ouvre un placard, je sais repérer les dominances de macronutriments de chaque aliment. Tu vois? Et il y a des aliments qui ne sont pas intéressants à implémenter dans l'alimentation. Tout ce qui est hyper transformé, c'est pas intéressant. Tout ce qui est trop, même si c'est fait maison, il y a des choses, c'est pas forcément intéressant à manger tous les jours. Il y a des gâteaux, c'est fait maison, hein. Tous les aliments sont faits maison. Oui, mais t'as plein de sucre dedans, c'est blindé de beurre, tu vois, de graisse saturée, et bah c'est pas bon à manger non plus. C'est pas parce que c'est naturel, fait maison, etc. que c'est bon. Donc ultra transformé, non, on évite pour le microbiote, etc. Mais également, peut certainement pour maintenir un apport calorique équilibré. Mais également, bah, des produits faits maison, on va pas les manger tous les jours, faut rester raisonnable. Et le naturel, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour la santé. Le cyanure, c'est naturel. J'en mets pas dans mes gâteaux. Donc, important, les protéines, tu vois, faut les connaître. Les glucides, donc les carbohydrates. Ça, qu'est-ce que c'est les glucides? Bah, la pomme de terre, la patate douce, le riz, le pain, les pâtes. Également, bon, j'ai dit les légumineuses, mais il y en a aussi des glucides dans les légumineuses. Les légumineuses, c'est un peu hybride. Donc tout ce qui est pois chiches, lentilles, etc. Euh, quoi d'autre? Bon, les pâtes, je l'ai dit, le couscous, la semoule, je veux dire. Euh, ouais, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Il faudrait que j'ai devant les yeux, mais tout ça, c'est des dominances de glucides. Et après, tu as les dominances de gras. Ah, aussi, dans les dominances de glucides, j'ai pas cité, mais il y a les fruits. Sauf l'avocat et la noix de coco. De ce que j'ai en mémoire. Il y en a peut-être d'autres, mais dans les plus communs, il n'y a que ceux-là qui sont plutôt riches en gras. Mais tous les autres fruits, c'est riche en glucides. Donc c'est des sucres. Et ça veut pas dire que c'est mauvais à manger, parce que c'est riche en fibres. Donc là, du coup, c'est différent, c'est pas hyper transformé. Donc ça, c'est plutôt bon à manger pour la santé. Les légumes aussi. Les légumes, c'est une dominance de glucides. Même si c'est peu dense en glucides, mais sa dominance de macronutriments qu'il contient, c'est riche en glucides. Il y a très peu de gras, il y a très peu de protéines les, les légumes. Et comme c'est riche en eau, c'est un effet de satiété très élevé. Donc quand tu manges des fruits et des légumes, tu auras un effet de satiété élevé. Et donc pour le même apport calorique, que tu vas t'apporter 1 kilo de fraises par exemple, et bah, tu seras beaucoup plus rassasié que pour le même apport calorique que va t'apporter le pain. Tu vois, si tu as 200 calories de fraises d'un côté et 200 kilocalories de pain de l'autre, bah, les fraises vont beaucoup plus te rassasier que le pain, certainement. Voilà. Après, c'est des exemples. Des exemples. C'est l'effet de satiété. L'indice de satiété. Donc voilà, donc important, la satiété, c'est important à maîtriser aussi. Et pour terminer, je vais terminer sur les lipides, le gras. Le gras, très dense. C'est dense, c'est 9 kilocalories pour 1 gramme. Alors que les autres, les protéines et les glucides, c'est 4 kilocalories pour 1 gramme. Les deux. Et après, je parlerai de l'alcool. Pour les, pour les gourmands. Pour les soifards. Euh, cette, ces lipides-là, ils sont dans quoi? Donc l'avocat, la noix de coco, oui. Alors la différence entre la noix de coco et l'avocat, la noix de coco, bah, tu vois, avec les deux, on peut faire de l'huile. Sauf que qu'est-ce que ça donne? La noix de coco, elle est plutôt riche en graisses saturées. On a des graisses saturées dans la noix de coco, notamment son huile. C'est pas forcément une huile à consommer tous les jours. Les graisses saturées, c'est pas ce qu'on recommande pour la santé. C'est pas très bon pour ton système cardiovasculaire. Et oui, n'en déplaise aux débunkers d'Instagram. Moi, je conseille d'ailleurs de suivre Clément Noblet sur Instagram, qui est assez bon là-dessus en nutrition, et Vassilis Iliopoulos. Voilà, ces deux-là, c'est des bonnes références sur l'alimentation, et ils disent pas des conneries. Donc suivez-les, vous allez en apprendre plein sur l'alimentation. Et donc après, en lipides, qu'est-ce qu'on a? Bah, toutes les huiles. Les huiles, on a aussi le jaune d'œuf. Ouais, il y a des choses intéressantes, bon, la graisse de poisson, voilà, bref. Plein de trucs. Bon, après, l'huile, les apports en lipides, c'est assez facile. Les oléagineux aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé des légumineuses. Bon, les oléagineux, eux, ils n'ont pas de glucides. Par contre, ils ont des protéines et une dominance de lipides. Voilà, ils ont surtout une dominance de lipides. Et en général, des bons lipides. Ça dépend aussi. Donc, si tu manges des cacahuètes, je pense pas que ça soit terrible en termes de qualité nutritionnelle. Par contre, tout ce qui est noix, noisettes, ça c'est pas mal. Les amandes aussi, c'est pas mal.
Après, voilà, faut faire attention à l'équilibre énergétique parce que c'est très dense en calories, parce que c'est très dense en lipides. Donc une portion de 100 grammes, ça va t'apporter environ 600 calories. Donc voilà, donc si tu prends une bonne poignée, allez, une trentaine de grammes, bah tu te retrouves avec déjà 200 kilocalories dans la main, tu vois, et donc dans le ventre. Et ça va très vite, ça va aller très vite. Mais il faut quand même en manger un petit peu, c'est bon pour la santé. Si tu les digères. Parce que pareil, au-dessus, tu as une peau, il y a des gens qui sont un peu plus... la peau, en fait, c'est la protection de Ouh, j'y arrive plus. Oléagineux, j'y arrive, c'est bon. Voilà, donc important avant tout ça, faut prendre conscience de tout ça. Faites-vous faire un programme alimentaire. Faut faire un programme alimentaire avant de faire les kékés à plus rien peser. Désolé, je suis un peu insolent. Et de passer, faut pas passer à côté de vos besoins réels. Voilà, faut pas que tu passes à côté de ça. Faut vraiment que tu sois concentré et que bah, tu respectes ta faim et ta satiété. C'est pour ça aussi le problème, c'est qu'il y en a, ils commencent à faire des programmes, c'est mal fait, c'est pas adapté, et à la fin, ils développent des troubles du comportement alimentaire parce qu'ils mangeaient pas assez. Euh, c'est n'importe quoi. Parce que leurs besoins n'étaient pas respectés, c'était trop agressif, donc c'est pas bon. Faut vraiment respecter tout, faut respecter le psycho-émotionnel, c'est très important. Parce que si tu fais quelque chose d'hyper rapide, et ça c'est surtout chez les femmes, ça va complètement dérégler au niveau hormonal et surtout au niveau psychologique. Tu vas te traumatiser, tu vois. Faut y aller un peu doucement et vaut mieux augmenter la dépense énergétique que de trop descendre les apports en calories si tu veux perdre du poids. Tout est équilibre alimentaire, très important. Voilà, donc conclusion, la liberté vient après la structure, pas avant. Voilà, donc tu structures et ensuite tu auras la liberté de ne plus rien peser, comme moi. Allez, on passe à la Yanalyse, rubrique numéro 3. Dans cette analyse, dans cette analyse, on va parler des 3 piliers pour avancer quand on est entrepreneur. Je suis directement concerné. Peut-être que si tu n'as jamais fait d'entrepreneuriat, tu vas pas te sentir concerné. Mais il y a des chances que tu comprennes quand même. Voilà, je vais te donner des exemples évidemment, enfin un exemple très précis que tu vas comprendre. Et déjà, je vais te mettre dans le contexte. Pour moi, un entrepreneur épanoui, peu importe, hein, moi je suis dans le coaching sportif, mais ça peut être n'importe qui travaille pour lui. Il faut qu'il prenne du temps pour lui pour apprendre, pratiquer, transmettre. Maintenant, pour moi, les 3 sont liés, très liés, sont vraiment les piliers du bien-être de l'entrepreneuriat. Et je vais t'expliquer pourquoi. Avec mes exemples de coaching. Apprendre. Qu'est-ce que c'est apprendre quand tu es coach? C'est très concrètement ouvrir un livre sur un sujet qui t'intéresse, sur une spécialisation que tu as choisie. Ça peut être aussi consommer du contenu sur Internet, parce que maintenant on est arrosé de ça, choisir le bon contenu. Tout ça, c'est apprendre. Et prendre 1 heure dédiée chaque jour pour le faire. Il n'y a pas d'exception, tous les jours. Tout de même le dimanche. Tous les jours, il faut apprendre. Il n'y a pas de non, aujourd'hui je me repose. Non, non, tous les jours, tu apprends. Pas tous les jours, mais 30 minutes. Hein. Je te dis pas de faire ça pendant. Tous les jours, il faut que ça soit une routine. Petite routine, tous les jours, il faut que tu apprennes. Ensuite, la pratique. La pratique, qu'est-ce que c'est? C'est pratiquer ce que tu as appris. Donc, tu as appris quelque chose, mais il faut que tu le pratiques. Et les deux vont de pair. C'est-à-dire que c'est pas je lis tout mon livre, théorie, théorie, théorie. Après, je laisse le livre et je fais que pratique, pratique. Non, non. C'est tous les jours. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ah, tiens, je vais le faire maturer dans ma tête. Je vais le mettre en pratique si c'était quelque chose de pratique. Je vais l'essayer si c'était de l'entraînement, par exemple. Je reste sur le côté entraînement, euh, sur le côté coaching sportif. Et donc voilà, c'est ça. Parce que déjà, tu vas beaucoup mieux apprendre et tu vas beaucoup mieux pratiquer. Grâce à l'apprentissage, tu vas mieux pratiquer. Grâce à la pratique, tu vas mieux apprendre. Parce que tu vas mieux retenir. Et autre chose, dernière chose, c'est transmettre. Très important, transmettre. Voilà. Parce que si tu ne transmets pas, tu ne vas pas déjà avoir cette envie. Tu ne vas pas avoir cette envie de pratiquer ou d'apprendre. À part si vraiment, toi, la pratique, c'est ta grosse passion
Et que, notamment, tu vois, par exemple, je vais donner un exemple, les jeunes qui commencent la musculation. C'était mon cas quand j'avais 16-17 ans. Je me suis mis vraiment beaucoup dans la musculation. Et pour autant, je ne transmettais pas beaucoup. En tout cas, les premiers mois, personne ne me posait de questions ni rien, parce que forcément, quand tu es tout jeune, personne ne te demande. Et donc, je ne faisais que d'apprendre sur la musculation. Donc, je lisais pas mal de livres, j'écoutais pas mal de podcasts sur le sujet. J'étais vraiment passionné sur le côté bodybuilding, si je peux me permettre de dire ces termes. Et vraiment, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je ne faisais qu'apprendre. J'écoutais, j'apprenais beaucoup. Et j'allais pratiquer tous les jours. Alors, peut-être pas tous les jours, mais un bon 5 fois par semaine. J'allais m'entraîner. Et je mettais en pratique. Et ça me permet de mieux comprendre. Autre chose, quand j'apprenais, j'essayais de faire des dessins. Tu vois, ça permet aussi de, en quelque sorte, pratiquer sur les choses que j'apprenais ou d'écrire. Voilà. Très important. Et donc, quand tu ne transmets pas, tu peux quand même apprendre et pratiquer si tu es passionné. Mais la transmission va créer cette passion, va la nourrir. Vraiment, tu vas nourrir cette passion grâce à ça. Je vais te donner cet exemple. César, le fameux César, pas Jules César, mais le César, mon client, il m'a contacté pour du coaching. Directement, ça m'a poussé à apprendre la posturologie. Enfin, je voulais déjà l'apprendre pour moi, parce que je voulais le pratiquer sur moi, parce que j'avais des problèmes, des douleurs, etc. Le fait d'avoir une personne qui vient me voir, plus une personne qui a vraiment plus rien à perdre, parce qu'elle avait mal partout, elle pouvait plus marcher. Vraiment, César, c'était compliqué de le tenir debout. Enfin, même lui, en fait, il perdait un peu goût à la vie, quoi. Il était un peu déprimé, tu vois, parce qu'il avait mal, il pouvait plus rien faire. Dès le matin, il pouvait même plus dormir parce qu'il avait mal au dos. Enfin, c'était vraiment chaud. Et ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que ça m'a poussé à apprendre encore plus la posturologie, à me former encore plus. Et j'avais déjà prévu, en fait, de me former avant même de le connaître. Avant même de le connaître, moi, j'étais déterminé, je voulais apprendre, apprendre, apprendre. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une formation. Je suis allé voir directement un ostéopathe qu'on m'avait conseillé, qui faisait de la posturologie. Il a pratiqué sur moi. Et moi, après, j'ai mis en pratique ce qu'il m'avait dit de faire. Et je me suis dit, je vais me former, je vais devenir comme lui. Et ça m'a aidé le fait d'avoir César pour pratiquer. Pratiquer. Et ça a fonctionné. Et plus ça fonctionnait, plus ça me motivait à apprendre et à pratiquer. Voilà. Donc, César m'a contacté pour du coaching. Ça m'a poussé à apprendre la posturologie, à la pratiquer, à la transmettre. Voilà. Les trois. Mais c'est important d'avoir tout ça dans l'ensemble. Et si t'en manques un, si te manque un de ces trois piliers, c'est mort. Ou en tout cas, ça va pas tenir longtemps. Si tu fais qu'apprendre et pratiquer, oui, ça va être bien pendant un moment. Tu vois, mais moi, par exemple, le bodybuilding, ça m'a motivé de mes 17 à mes 20 ans. Ça a duré 3 ans. Je commençais à devenir un bœuf. Alors, il n'a jamais été question de mettre des aiguilles dans le cul, hein. C'était vraiment tout naturel. Et à partir de mes 20 ans, bon, STAPS oblige, je me suis intéressé à la natation. J'ai commencé à laisser ça de côté. Et comme je ne transmettais plus, j'avais plus aucun intérêt de passer mon temps sur les forums, à lire des articles, comment prendre de la masse, etc. Non, j'avais appris assez de ce que je voulais en fait. Je n'allais pas me spécialiser dans ce domaine. Donc je n'avais aucun intérêt à continuer à apprendre. Donc voilà, donc là c'est la même chose. Si par exemple je ne fais qu'apprendre sur la posturologie, tu vois, donc vraiment l'étude de la posture, comment travailler sur les capteurs sensoriels, les yeux, le pied, etc. Si je ne faisais qu'apprendre et pratiquer sur moi, mais au bout d'un moment, moi, dès que je serai guéri, dès que j'aurai eu ce que je voulais, mais je vais arrêter d'apprendre. Alors que si je me dis dans ma tête, mais je veux transmettre le mieux possible, je veux mettre en pratique tout ça, pas que sur moi, mais sur les gens. Mais là, ça va me motiver à apprendre davantage, beaucoup plus. Très important. Tu vois. Donc là, comme je suis sur une bonne voie, mais il faut vraiment garder ça en tête. Apprendre, pratiquer et transmettre. Si t'en manques un, tu vas pas tenir longtemps. C'est mort. Tu vas, il va te manquer quelque chose au bout d'un moment, tu vas abandonner. Voilà. Et donc je terminerai ce podcast avant ça. J'ai oublié de faire l'appel à l'action avant. Euh, mets les 5 étoiles. Je te referai dans 5 minutes, je te refais un appel à l'action là-dessus. Mets les 5 étoiles, partage sur tes plateformes préférées. Faut absolument que tu en parles. Faut faire une propagande du mouvement. Faut qu'on fasse comprendre aux gens de tout âge qu'il faut qu'ils bougent. Il y a des résultats incroyables. Il ne faut pas être défaitiste. Si tu as des parents, des grands-parents, il faut qu'ils comprennent.
Moi, j'ai très peu d'action sur mon père. Ma mère, encore, ça va, elle m'écoute. Mon père, il m'écoute pas. Mon père, il... il a du mal, en fait. Je pense qu'il faudrait que je lui fasse une diapositive. Je lui montre ce que je fais. Je lui fais une vidéo. Je fais une vidéo pour mon père sur YouTube. Voilà. Il y aura eu un vu. Je fais un vu. Je vais faire ça, je vais lui expliquer pourquoi est-ce qu'il doit bouger, pourquoi il doit prendre soin de ses dents, pourquoi il doit... Ah ouais, je vais tout lui expliquer. Et là, il va voir que je suis pas rigolo. Parce que les parents, en fait, on a brisé... Il y a pas ce... quand tu entraînes quelqu'un, il y a cette distance. Quand tu vas voir un praticien, ouais, il y a cette distance qui se crée. Enfin, qui se crée pas, en fait, elle est créée naturellement. Plus tu vois la personne, plus tu la connais, et plus ça se rapproche, et moins il y a ce rapport de, entre guillemets, d'autorité. C'est pas vraiment une autorité, mais cette, euh, cette légitimité. Tu perds la légitimité, parce que tu te dis, ouais, non, mais lui, je le connais. En fait, plus tu te parles, plus tu te rends compte que la personne à qui tu parles, bah, elle peut aussi se tromper, elle peut aussi se... Mais en fait, c'est très important, quand tu parles avec quelqu'un, de le voir un peu, mettre ça un petit peu sur un piédestal. Quand tu vas voir un praticien, pour toi, il faut que tu te dises, mais c'est le meilleur. Il faut que tu aies confiance en ce qu'ils te disent. Mais quand tu connais déjà la personne, tu peux pas te dire ça. Enfin, c'est plus difficile, sauf si tu sais que c'est vraiment le goth, parce que tu vois qu'il... bah, c'est pour ça aussi que je vais faire une vidéo. Je vais vraiment le faire, hein. Je vais faire une vidéo sur la posturologie. Je vais me prendre mon projecteur, je vais le mettre sur le mur de la maison. Je vais dire à mes parents, vous venez, réunion, allez, on regarde tous la vidéo. Et à la fin, je leur fais un bilan postural à tous. Parce que c'est important l'adhésion que la personne a en face pour suivre tout ce que tu vas lui faire faire après, pour qu'elle prenne soin de sa santé. Parce qu'une reprogrammation posturale, remettre quelqu'un droit, ne plus enlever ses douleurs, ça se fait sur des mois. C'est au minimum un an. Mais quelqu'un qui n'a pas été droit pendant 40 ans, un an, ça va être juste. Ça va peut-être mettre 2 ans, tu vois. Donc, parce que les fascias sont figés. Et plus la personne bouge, plus la personne s'étire, et mieux c'est. Donc, je redis, n'hésite pas à partager parce que si toi tu redis ce que je viens de te dire à quelqu'un, à un proche, il va te dire mais t'es un rigolo toi. Parce que moi-même qui connais, on me prend pas au sérieux des fois dans ma famille. Moi-même, ma mère, elle préférait mettre C8. Bon, c'était il y a encore quelques années. Je lui avais fait un programme, elle l'a pas suivi. Elle préférait regarder C8, qui n'était pas personnalisé. Et se faire ou regarder des vidéos et suivre des cours. Bon, c'est mieux que de rien faire. Mais bon, voilà. Donc, t'imagines le truc? Je suis coach et je te jure qu'il y a même des médecins. euh, donc, ils sont jeunes médecins et ils ont encore leurs parents. Et leurs parents préfèrent continuer d'aller voir le médecin généraliste. Eh oui, parce que eux, c'est encore leurs enfants. Et c'est le même principe. Donc partage-le en story et tu vas voir que tu vas beaucoup aider tes proches. Tu vas les aider. Et ne partage pas juste, dis ce que tu as appris dans le podcast, tu vas voir, c'est mieux. Si tu partages juste sans contexte, ça donne pas envie de regarder. Bref, je suis un peu difficile là, je donne des ordres, qu'est-ce qui m'arrive? Donc, la stabilité pour être productif, c'est mon dernier sujet. Durant le déménagement, là, le dernier, euh, mon emménagement, je veux dire, cette semaine-là, et j'avais mon ordinateur dans le camion à côté de moi. J'avais aussi mes petites révisions et tout pour continuer à apprendre sur la posture. Et à l'aller, ça allait. À l'aller, j'ai réussi à être productif. Mais mon père, à un moment, on a dû s'arrêter pendant 1 heure à un endroit. Et je me suis mis une prise de courant et j'ai travaillé à fond, j'ai fait les programmes, etc. Vraiment, à l'aller, j'étais bon. Mais au bout d'un moment, travailler dans le camion, être stressé un peu par le trajet, etc. Mais tu perds beaucoup en concentration. Et ça, je l'ai vu directement. En fait, le fait de faire mon road trip Meaux, Séville, Meaux, c'était très difficile de rester focus dans un environnement instable. Et je ne comprends pas les gens qui font que voyager. Et pour moi, tu ne peux pas être hyper productif si tu ne fais que voyager tout le temps. C'est très compliqué. Ça, je m'en suis rendu compte très vite. Des fois, moi, quand les vacances sont trop longues et que j'ai l'impression que je fais rien pendant 2 semaines, c'est compliqué. En fait, maintenant, je suis obligé de prendre mon ordinateur parce que je ne supporte pas ça, en fait. J'aime pas ça, en fait. Pour moi, les vacances, c'est pas mon truc. Je sais que c'est un peu contre nature de dire ça. Donc, tout le monde kiffe les vacances, tout. Bah, écoute, moi, j'aime pas. J'aime ça, hein, le fait de me détendre et tout, mais j'aime pas que ça soit one shot. Ça, c'est un peu le même principe de ceux qui prennent des capsules de vitamine D, là.
Ils prennent 50 000 UI, ça, je crois que ça s'appelle comme ça, d'un coup avec le médecin là. Je sais plus, c'est peut-être même plus. Une ampoule, tiens, je vais regarder, c'est combien une ampoule. Ampoule, vitamine D. 100 000 UI. Mais ça, c'est caca, ça. Ça, c'est pas bien. Parce que ton corps, il va pas l'absorber. Il va rien absorber du tout. Le mieux, c'est de prendre tous les jours un petit complément alimentaire qui t'emmène. C'est du 2008. Vraiment, je suis même plus sûr des chiffres. Mais c'est beaucoup moins, en fait. Et ton corps, il peut l'assimiler petit à petit parce que tous les jours, tu prends un petit complément alimentaire. Et tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te raconte ça, là. Bah, c'est que je n'aime pas les vacances. Parce que pour moi, c'est en mode je travaille à fond, je travaille à fond, je travaille à fond toute l'année. Bon, peut-être que tu fais ça, tu vois, il y en a qui font ça. Et ensuite, je me relâche pendant un mois et je fais plus rien. Ou même 2 semaines, tu vois. Je fais plus rien. Moi, je peux pas faire ça. Déjà parce que je suis entrepreneur, il faut que j'en fasse tous les jours. Mais j'aime pas en fait. Je préfère avoir une vie où je me sens bien. Alors oui, je suis un peu, peut-être, un peu excessif des fois dans mon travail, etc. Mais je trouve que j'ai quand même un bon équilibre. Voilà. Parce que je me sens pas frustré et bah, tu sais, je prends le temps pour bien manger, je prends le temps pour m'entraîner, je prends le temps pour voir des amis. Mais je travaille tous les jours. Tous les jours, je travaille. Et j'aime pas en fait faire des pures vacances. Donc si je pars en vacances par exemple avec des amis ou même ma famille, j'aurai mon ordinateur. Et je travaillerai quand même 2 3 heures tous les jours. Je me lèverai avant, enfin, voilà. Et ça m'empêchera pas de faire des activités avec ma famille, etc. Mais tous les jours, j'apprendrai, je lirai. Tous les jours, je serai productif. Et j'aime pas le fait de rien faire. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire là durant le trajet Meaux-Séville. Mais quand j'ai pas mon setup et qu'en plus de ça, bah, t'es dans le camion, il y a plein soleil, tu vois pas l'écran, t'imagines le truc, je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est le camion il tremble, bam, bam, bam. T'arrives à Séville, enfin, j'arrivais même au Airbnb sur les escales, etc. J'étais rincé, même il était tard, c'est l'heure de dormir. Et donc c'est très compliqué, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc c'est pas pour se donner des excuses, mais c'est important d'être stable, c'est ça ce que je voulais dire. D'avoir un bon setup, d'avoir une vie routinière un petit peu. Faut être un peu dans la routine. C'est pas signe de tristesse, mais faut être un peu là-dedans. Et parce que sinon, en fait, tu vas perdre en efficacité. Si tu bouges tout le temps, tu changes tout le temps de routine, en fait, ce que tu pourrais faire en 2 3 heures, bah, tu vas le faire en 6 heures. Ça va mettre 2 fois plus de temps. Et là, je l'ai vu direct des trucs tout cons que je faisais dans le camion sur l'ordi. Je galérais. Prendre un billet d'avion parce que je vais aller à tel endroit. Ça m'a pris 1 heure. Alors que sur mon beau setup, là, avec mon double écran, en 20 minutes, c'est fait, tu vois. Et c'est tout. Enfin, c'est comme ça. Donc il faut vraiment être bien équipé, enfin, pas que seulement équipé, mais aussi dans la routine, tu vois. Tous les matins, il faut que tu aies la même routine pour que ton cerveau il automatise tout ça. Tu pas besoin d'y penser. Très important. On veut de la stabilité, et ça va permettre d'être heureux et productif. Moi, je suis de ceux qui pensent que être productif et se sentir vraiment utile, c'est important. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a 4 ans, 5 ans même maintenant, non, peut-être même avant, c'était en 2019, je crois. Je suis parti en Suisse et au bout de 2 semaines, j'en pouvais plus en fait. J'étais stressé sur la route, j'étais parti avec ma voiture et elle commençait à tomber en panne tout le temps. Je suis parti en Suisse, en plus c'était cher. Je sortais des études donc j'avais pas d'argent. Et en fait, je profitais plus, tu vois. Au bout de 2 semaines, c'est bon quoi. T'as fait le tour. Et on devait se terminer 2 3 jours à Genève. Et je dis, oh, c'est bon, on s'en va. On finit pas les vacances, on se barre. Et je sais que c'est compliqué pour quelqu'un de comprendre ça, qui est pas dans mon délire. Parce que quelqu'un qui est salarié, vous allez pas avoir la même mentalité. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais moi je suis au travail, je fais mes heures, je fais mon 9h, 17h, sauf si t'es cadre, sauf si t'as des responsabilités, etc. Dans ce cas-là, t'as les inconvénients du salariat avec les sans avoir les avantages. Et t'as aussi les inconvénients de l'entrepreneuriat sans être entrepreneur, sans avoir les avantages. Donc t'as les deux en même temps quand t'es cadre un peu, je trouve, pour en avoir connu. Euh, et donc voilà, en fait, c'est ça. Je pense que quand on est salarié et que vraiment on est là pour se détendre et que de toute façon, peu importe ce qu'on fait dans l'entreprise, la valeur ajoutée qu'on apportera à l'entreprise ne changera pas sur la valeur qu'on va recevoir, parce que c'est sous contrat et qu'on a un salaire fixe.
Et que même, enfin voilà, on se sent, à part si vraiment tu kiffes ton taf et que tu fais du bénévolat, mais tu vois ce que, je sais pas si je suis clair là-dessus. C'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est pas la même chose, c'est pas comparable. Quand tu es entrepreneur, faut que tu travailles un peu tout le temps, faut que tout le temps que tu y penses. Parce que personne va le faire pour toi, t'as personne qui va prendre le relais. Sauf si tu as créé une équipe. Mais quand tu es tout seul, plus compliqué. Quand tu as réussi à déléguer, là c'est différent. Et même quand tu as réussi à déléguer, c'est toujours toi qui reste la tête, si t'es le patron. Si t'es le patron, c'est toi la tête. C'est toi qui dois dire, tac, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Et tu peux jamais relâcher. Et quand tu es entrepreneur, t'es pas entrepreneur parce que tu as envie de faire de l'argent, t'es entrepreneur parce que tu as envie de construire quelque chose, parce que ça te plaît. Après, il y en a toujours qui font ça que pour la thune, hein. Enfin, voilà. Mais bah, je vais parler pour moi. Je fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce que j'ai envie d'être épanoui et j'ai envie d'aider les gens avec ce que je fais. Et plus je vais être investi dedans, plus je vais être obsédé par ça et plus je vais être heureux. Voilà. Et plus je vais me sentir. Ça va être un cercle vertueux. Et si je commence à ne plus rien faire, déjà, après, je vais rentrer. Je sais que ça fait ça à chaque fois. Je rentre après 2 semaines de vacances sans avoir rien fait. J'ai plus envie de rien faire. Parce que je me suis déshabitué. Je me suis réhabitué à rien faire. Donc j'avais envie de regarder des films, regarder des séries, etc. Alors que là, actuellement, je ne regarde aucun film, aucune série. Et je ne ressens aucune frustration. Je sais que ça paraît bizarre à dire comme ça, mais je ne ressens aucune frustration. Ça ne me manque pas. C'est vraiment une habitude de vie à prendre. Voilà, c'est quand tu as envie de faire. Si tu es par exemple, imagine, là en ce moment tu es salarié, je dis pas que c'est mal d'être salarié, hein, c'est bien. Enfin, ça peut être aussi t'apporter une sécurité. Enfin voilà, mais peut-être que tu as des objectifs autres dans la vie, tu as envie d'être plus à ton compte, de toucher vraiment les fruits de ton travail, d'être récompensé. Mais pour ça, il faut accepter le risque. Alors, oui, c'est plus risqué parce que tu n'es pas sûr. Et donc, dans ce que tu peux faire, c'est que en dehors des heures de travail, le soir, au lieu d'aller sur Netflix, bah, tu prends 1 heure ou 2 pour avancer sur un projet. Et c'est ce que font beaucoup. Et c'est comme ça, parce que oui, tu vas pas quitter ton travail pour directement te mettre, pour te lancer dans l'entrepreneuriat alors que tu n'as rien construit. C'est tu fais un petit peu. Quand j'étais en études, en STAPS, bah, avant même d'avoir mon diplôme, je commençais à coacher en bénévole. Donc j'avais déjà des contacts, j'avais déjà mes réseaux sociaux. J'étais déjà un peu reconnu dans mon secteur. Et donc après, ça a été beaucoup plus rapide. C'était plus rapide pour me lancer. J'avais plus de légitimité, etc. Voilà, donc même le même principe, si en ce moment tu es salarié, ou que tu fais autre chose et que tu as envie de te lancer, il bah, faut un peu sacrifier, entre guillemets. Moi, je vois pas ça comme un sacrifice, hein. Enfin, franchement, je suis bien, j'aime bien. Enfin voilà, ce podcast était bizarre, j'ai l'impression. Après, je pense que tu as peut-être appris des choses, j'espère. Donc, je répète, conclusion de ce podcast. J'aimerais que tu mettes le petit 5 étoiles si tu as écouté jusqu'au bout, ou même pas, hein. Enfin, si t'en es là, c'est que tu as écouté jusqu'au bout. Tu peux le partager à un ami qui veut bouger mieux. Et surtout, ah bah tiens, jusqu'à aujourd'hui, là, bah allez, je vais le mettre jusqu'à demain, allez, jusqu'à demain matin. Tu peux télécharger, enfin, c'est pas la télécharger, mais souscrire à la routine indispensable pour les plus de 60 ans ou pour un proche. Et donc, c'est un programme offert jusqu'au 31 mai normalement. Et tu vas retrouver l'équilibre, mobilité, confiance. Tu peux aussi améliorer ta qualité de sommeil grâce à ça. Je reprends l'objet, le, le témoignage de César, d'ailleurs que j'ai vu, je lui ai fait une interview, je vous mettrai ça très bientôt. César, il faisait quasiment des insomnies, il se réveillait très tôt le matin parce qu'il avait mal au dos. Reprogrammation posturale, travail sur les réflexes archaïques, on a remis son corps en sécurité et hop, il fait des nuits de bébé. Grâce à cette routine-là que je vous ai partagée. Donc essayez-la, vous m'en direz des nouvelles sur votre routine, sur votre posture, sur votre bien-être, etc. Voilà, donc lien dans ma bio, ou soit Linktree, ou enfin tu peux regarder directement dans la description là. Dans la description, je vais te mettre le lien pour télécharger enfin, pour souscrire à cette routine indispensable. Je me sens un peu fatigué, je pense que ça se sent dans ma façon de parler. J'espère que quand même ce podcast t'a plu. J'ai tout donné. Et je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à aller dans la boîte à questions aussi, dans le Linktree. Tu as une boîte à questions si tu veux me poser tes questions ou envoie-moi un mail si tu veux à Yann Corbet. Ah non, yann.entrenador
yancorbet@gmail.com ou tu peux aussi me l'envoyer sur yancorbet1@gmail.com. yancorbet1, le chiffre 1, @gmail.com. J'ai plusieurs courriels. Allez, salut, à la semaine prochaine.